Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, la Côte d'Ivoire et la Gambie renforcent leur coopération. Les deux pays ont signé 3 accords dans plusieurs secteurs d'activité. Dès avant la signature, les présidents Alassane Ouattara et Adama Barrow se sont entretenus. Le chef de l'État ivoirien a indiqué la nécessité d'agir ensemble dans le cadre de la CEDEAO pour la paix, la stabilité et la sécurité dans la sous-région. Une autre signature d'accord cette fois, c'est le chocolatier américain Hershey's Company qui soutient la Côte d'Ivoire dans la scolarisation des enfants. La signature de convention avec la présidente du CNS, la première dame Dominique Ouattara, porte sur un financement de 1,5 million de dollars pour réaliser dans 10 villages de production de cacao une école, une cantine, un forage et plusieurs autres infrastructures. Et le groupe américain Hershey's, spécialisé dans l'agro-industrie, était aussi chez le Premier ministre Patrick Hachi. Un accord portant sur 25 milliards de francs CFA signé pour le financement de la cacaoculture. Le chef du gouvernement a aussi procédé à l'approbation de 21 marchés de construction de 37 collèges de proximité dans 9 directions régionales. Le Parlement va tenir 2 sessions ordinaires. C'est la proposition faite par le président de la République face aux députés et sénateurs. Une initiative pour harmoniser les calendriers avec le gouvernement et apporter une célérité lors des travaux. Les parlementaires saluent la décision. Leur réaction à suivre dans ce journal. Le président de la Gambie a quitté Abidjan aujourd'hui. Il a été raccompagné à l'aéroport d'Abidjan par le vice-président de la République, Timoko Mediakone, et des membres du gouvernement. Adama Barrow était en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire, un séjour mis à profit pour évoquer le renforcement de la coopération avec la Côte d'Ivoire. Il a eu une rencontre avec le président de la République, Alassane Ouattara, avant de quitter Abidjan. Et justement, avant de quitter Abidjan, le président gambien a été reçu par le président de la République. Le président Alassane Ouattara a souligné la nécessité de travailler au raffermissement et à la diversification de leurs relations. L'audience a été suivie de la signature de 3 accords de coopération. Viviane Aïmé. L'accueil ce mercredi 27 avril 2023 du président de la Gambie, Adama Barrow, au palais présidentiel, marque un tournant historique dans les relations entre les deux pays que sont la Côte d'Ivoire et la Gambie. En effet, c'est la toute première visite d'un chef d'État gambien en Côte d'Ivoire. Dès sa descente de voiture, le président Adama Barrow a reçu les honneurs militaires rendus par la garde républicaine, suivi de l'accueil chaleureux et fraternel de son hôte, le président Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État ont ensuite eu un échange sur plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment le renforcement de la coopération entre leurs deux pays. Le président Adama Barrow, à la tête de la Gambie depuis 2017, est le premier chef d'État de ce pays à fouler le sol ivoirien. Cette visite d'amitié et de travail a permis des avancées importantes au niveau de la coopération entre les deux pays. La Gambie, pays dont les principales ressources sont le tourisme et la pêche, et la Côte d'Ivoire, dont les principales ressources sont agricoles. 3 accords de coopération ont été signés ce jeudi 27 avril au palais présidentiel. Il s'agit d'un accord cadre de coopération entre les deux gouvernements, d'un accord relatif de services aériens entre les deux États, d'un accord de coopération dans le domaine de l'énergie entre les deux gouvernements. Les deux chefs d'État se sont félicités de l'impulsion ainsi donnée à la coopération entre leurs deux pays, ainsi que leur convergence de vues sur différentes questions se rapportant à la sous-région ouest-africaine. Je voudrais, Monsieur le Président, Excellence, vous exprimer ma gratitude pour vos efforts sans relâche que vous avez consenti à aider mon pays pour le retour de la démocratie, surtout au niveau de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies. Je voudrais, Monsieur le Président, que vous me permettiez personnellement de vous remercier pour votre patience, votre sagesse et surtout votre action pendant la transition et les périodes difficiles dans mon pays et surtout pour le retour de la paix dans mon pays. Ce n'est un secret pour personne. Ce n'est un secret pour personne. Les Ivoiriens et les Gambiens sont des frères. Cela, nous en voulons pour preuve la population gambienne qui vit ici en Côte d'Ivoire en de parfaits termes avec leurs frères
ivoiriens. Je voudrais dire que les Ivoiriens et les Gambiens sont des frères. Et surtout ceux qui sont ici continuent à travailler pour renforcer l'économie gambienne à travers des activités commerciales. Et je pense que cela est très important. Cette visite est donc un signe de mon engagement fort, ainsi que de mon gouvernement et de toute la population gambienne, pour voir ces coopérations entre nos populations se renforcer. Ma présence ici va encourager davantage les investissements et surtout, avec l'appui des ambassadeurs, renforcer davantage les coopérations. Nous sommes impatients, surtout à travers un cadre de discussion bilatérale, de renforcer davantage nos coopérations. À quoi bas, Monsieur le Président? C'est dire que nous sommes véritablement honorés puisque c'est la première visite d'un chef d'État gambien dans notre pays. Je voudrais aussi profiter de votre présence pour vous réitérer mes remerciements pour le soutien apporté à la Côte d'Ivoire dans le cadre de la CEDEAO, dans la résolution de la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali, suite à l'arrestation de 49 de nos vaillants soldats déployés au sein de la MINUSMA au Mali. Nous avons eu un entretien long, fructueux et très positif pour échanger nos expériences sur la gestion de nos États. Et nous sommes convenus de souligner que la démocratie est la meilleure voie pour le développement. Vous avez insisté là-dessus et je voudrais vous dire que je partage le même sentiment et que l'excellence de ces relations d'amitié et cette confiance en la démocratie dans nos deux pays ne fera que renforcer le développement et l'intégration des économies de l'Afrique de l'Ouest. La signature de 3 accords tout à l'heure dans différents domaines, y compris le domaine du transport aérien, contribuera à la dynamisation et la diversification de cette coopération, car sur le plan économique et commercial, les échanges entre nos deux pays ne reflètent pas l'excellence de nos relations. Ils sont nettement en deçà des potentialités qui existent de part et d'autre. Donc, j'ai pu vous dire que très bientôt, Air Côte d'Ivoire continuera donc de faire en sorte que son réseau puisse desservir votre pays également. Monsieur le Président, bien sûr, cela facilitera le déplacement des hommes et des femmes d'affaires pour explorer les possibilités d'investissement dans nos deux pays. Monsieur le Président, je voudrais bien sûr vous réitérer mes remerciements pour votre visite, vous réaffirmer mon entière disposition, celle du Premier ministre et du gouvernement, pour continuer d'échanger entre nos deux pays et les deux gouvernements pour le bien-être des peuples gambiens et ivoiriens. Le président gambien devait achever sa visite d'amitié et de travail ce jeudi, visite qui a permis un repositionnement des relations entre la Côte d'Ivoire et la Gambie. Et vous le savez, le président de la République a proposé aux députés et sénateurs une modification de la Constitution. Le Parlement va tenir 2 sessions ordinaires, l'une allant de janvier à juin et la seconde d'octobre à décembre. Une initiative pour harmoniser les calendriers avec le gouvernement et apporter une célérité lors des travaux. Comment la nouvelle est accueillie par l'ensemble des parlementaires? Des éléments de réponse dans ce reportage de Moussa Konaté. Face au Parlement réuni en congrès ce mardi 25 avril, le président de la République, Alassane Ouattara, fait cette annonce. Je viens vous soumettre, conformément à l'article 177 de la Constitution, je l'ai toujours dans la poche, la Constitution, une modification constitutionnelle. Les modifications que je propose visent, entre autres, l'instauration de 2 sessions ordinaires au Parlement. Oui. L'une de janvier à juin et l'autre d'octobre à décembre. 2 sessions ordinaires pour le Parlement
Un mode de fonctionnement qui a existé depuis les années 60 jusqu'à l'avènement de la Troisième République avec la Constitution du 8 novembre 2016. Cette nouvelle Constitution stipule dans son article 94 que la session de l'Assemblée nationale commence le premier jour ouvrable du mois d'avril et prend fin le dernier jour ouvrable du mois de décembre. La session du Sénat commence 7 jours ouvrables après celle de l'Assemblée nationale et prend fin 7 jours ouvrables avant la clôture de la session de l'Assemblée nationale. Depuis 1960, la première constitution et même la constitution de 2000 prévoyaient 2 sessions parlementaires. Donc c'était une bonne chose parce que ça permettait un rythme un peu bon du déroulement des travaux de l'Assemblée nationale parce que ça permettait aux députés, entre 2 sessions, de pouvoir partir sur le terrain, rejoindre leurs électeurs, faire la restitution des travaux parlementaires. On n'aurait pas dû abandonner cette première procédure qui était là depuis 1960. Donc revenir à 2 sessions dans l'année est une bonne chose que j'apprécie. Aujourd'hui, avec tout ce qui a été fait, le président trouve aujourd'hui opportun de revenir effectivement à case départ à travers effectivement une modification des dispositions de l'article 94. De sorte que désormais, et conformément effectivement à une volonté qui a été également exprimée par le parlementaire, donc qui a été heureusement prise en compte par le président de la République, à savoir revenir sur 2 sessions, de sorte effectivement à ce que les vacances scolaires coïncident avec les vacances gouvernementales, qui vont à leur tour coïncider avec les vacances parlementaires. Le président veut qu'il y ait une section budgétaire à part entière et une section normale sur les lois à part entière. Mais au-delà de ces 2 sections ordinaires, il peut y avoir des sections extraordinaires sur un ordre du jour bien précis. C'est juste une adaptation des programmes de travail. Avec de nouvelles habitudes, écoutez, on est là pour le travail et tant qu'on nous organise pour que nous soyons le plus performants possible, je pense que c'est quelque chose qu'il faut accepter. Je pense même qu'on sera encore plus efficace. En clair, les travaux parlementaires durent 9 mois non-stop selon la Constitution actuelle. Bien qu'ayant montré son efficacité, la session unique dans son exécution n'était pas sans difficulté selon les parlementaires. C'est faisant, il y a un petit flottement avec le programme du gouvernement, il faut l'avouer, en ce sens que durant l'été, le gouvernement est en vacances et nous sommes en section. Durant tout le mois d'août et parfois la première semaine de septembre, où le gouvernement est en vacances, il nous est difficile d'obtenir la présence d'un représentant du président de la République. La session unique avait cet inconvénient que, par exemple, on était supposé être en session au mois d'août, septembre, et pendant cette période, les ministres sont en vacances. Et donc, de fait, les députés étaient aussi en vacances. Le partenaire privilégié du Parlement, qui est le gouvernement, au moment où ce gouvernement est en vacances, il est difficile que les textes soient examinés à bonne date. Donc c'est quelques difficultés d'agenda et bien d'autres qu'on les analyse et qu'on en tire des conséquences. C'est ce que le chef de l'État a bien voulu faire et je pense que c'est une bonne chose. Si la modification proposée par le chef de l'État venait à être adoptée, les parlementaires auront toujours 9 mois de travaux, mais cette fois avec des vacances dans la deuxième moitié de l'année. Pour les élus de la nation, l'initiative offre de nombreux avantages. Il s'agit de faire coïncider les vacances parlementaires avec les vacances gouvernementales. Et cela a l'avantage pour les parlementaires d'être proches de leur famille, de leurs enfants, à l'occasion des vacances scolaires. Nous ne serons pas en vacances pendant que les membres du gouvernement travaillent et on ne sera pas en train de travailler pendant que les membres du gouvernement sont en vacances. Donc en fait, ça va créer une certaine synergie dans le travail que nous allons faire. Au regard des propos recueillis, le retour à la double session parlementaire annoncé par le président Alassane Ouattara rencontre le consentement de l'ensemble des députés et sénateurs. Le projet de modification est donc attendu pour son examen par les 354 élus de la nation, dont 255 députés et 99 sénateurs.
Et l'actualité, c'est aussi ce jeudi, la première dame Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, qui a signé un accord avec le chocolatier américain Hershey Company. Cet accord porte sur 1,5 million de dollars, un montant pour le financement d'infrastructures scolaires dans 10 villages en zone cacaoyère. Dans chaque localité, il sera réalisé une école de 6 classes, une cantine, un forage et plusieurs autres équipements scolaires. On le voit avec Mahama Traoré. Avec un grand sourire, la première dame Dominique Ouattara retrouve les partenaires du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, CNS, qu'elle préside. Un sourire qui vaut 1,5 million de dollars, soit plus de 891 millions de francs CFA, montant total que le chocolatier américain Hershey's Company compte investir en Côte d'Ivoire dans les zones de production cacaoyère en milieu rural. Tout le sens de la signature de cet accord entre le CNS, le donateur et la fondation ICI, International Cocoa Initiative. 60 salles de classe primaire, soit 10 écoles primaires de 6 classes. 10 bureaux de directeurs, soit un bureau de directeur pour chaque école. 60 latrines scolaires, soit 2 blocs de 3 latrines pour chaque école. 10 cantines scolaires, soit une cantine scolaire par école. 10 forages d'eau potable équipés de pompes, soit un forage pour chaque école. 1500 tables banques, soit 150 tables banques par école et 25 tables banques par classe. De multiples acteurs publics comme privés implémentent des projets sectoriels dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants dans la zone de production du cacao. Mais ces projets, malheureusement, n'ont parfois aucun lien fonctionnel les uns avec les autres. Il est donc utile que ce type d'accord soit soutenu pour éviter le cloisonnement des actions afin d'agir de manière complémentaire. Outre la sensibilisation et la répression, l'éducation est cet autre levier sur lequel le CNS s'appuie pour combattre le travail des enfants. Nos employés à Hershey sont très fiers de savoir que chaque barre de chocolat que nous vendons contribue à soutenir les élèves de l'école. Pour perpétuer l'héritage de notre fondateur, nous sommes ravis de pouvoir soutenir la vision de la première dame qui est d'assurer un avenir radieux aux enfants de Côte d'Ivoire en finançant la construction de 10 écoles primaires dans des communautés qui en sont actuellement dépourvues. Madame la Première Dame, la lutte que vous menez à travers le CNS contre l'exploitation et le travail des enfants dans les zones cacaoyères est complémentaire de votre engagement avec la Fondation Kids of Africa en faveur de la scolarisation en Côte d'Ivoire. L'ensemble des réalisations prévues dans le cadre du présent accord vont contribuer à accroître le taux de scolarisation dans les zones ciblées. Toutes les commodités intégrées à la construction des infrastructures auront pour effet immédiat d'améliorer les conditions d'apprentissage et le maintien d'un plus grand nombre d'enfants à l'école. Pour sa part, Dominique Ouattara se réjouit de cet appui de l'industriel américain Hershey's Company. Je voudrais féliciter toutes les parties prenantes, publiques et privées, pour leurs initiatives en matière de construction d'écoles de proximité, de cantines, de logements pour les enseignants, d'appui à la délivrance de certificats de naissance et bien d'autres actions qui contribuent à l'amélioration du bien-être des familles des producteurs. Toutes ces actions ont eu un impact positif sur le taux de scolarisation des enfants dans la zone cacaoyère qui a augmenté, comme vous le savez, passant de 71% en 2013 à plus de 85% en 2018, selon l'enquête de l'Université de Chicago sur le travail des enfants dans la production de cacao en Côte d'Ivoire. Je saisis cette occasion pour remercier nos partenaires ici présents et pour toutes les actions menées pour remédier au phénomène du travail des enfants. Je me réjouis également des résultats notables obtenus. Cependant, des défis persistent et il est important de continuer à agir ensemble et de manière cohérente sur les causes profondes du travail des enfants. C'est pourquoi je voudrais remercier et féliciter l'entreprise Hershey qui s'est inscrite dans cette dynamique de construction d'infrastructures scolaires en prenant l'engagement de réaliser 10 écoles primaires entièrement équipées
10 cantines et 10 forages dans la zone cacaoyère. Toutes ces choses vont contribuer à réduire le déficit d'infrastructures scolaires dans cette zone et à accroître le taux de scolarisation de nos enfants. L'accord désormais signé place à la sélection des villages bénéficiaires, étape qui précédera la construction des ouvrages scolaires. Le CNS est chargé du suivi et de la coordination de ce projet, quand la Fondation ICI est chargée de sa mise en œuvre. La fête du travail, c'est le 1er mai dans l'enceinte de la primature. Des dispositions sont prises. Je vous propose justement de suivre le communiqué du protocole d'État avec Abou Sanogo. Les personnalités, centrales syndicales et organisations professionnelles ci-après sont conviées à la cérémonie de célébration de la fête du travail le lundi 1er mai 2023 à 14h dans l'enceinte de la primature, sise au plateau en présence de M. Patrick Hachi, Premier ministre, chef du gouvernement. Ce sont Madame et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame et Messieurs les ministres, gouverneurs des districts autonomes, Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Monsieur le vice-doyen du corps diplomatique, Monsieur le coordonnateur résident du système opérationnel des Nations Unies, Madame la représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement, Monsieur le représentant résident du Bureau international du travail, Monsieur le directeur de cabinet adjoint du Premier ministre, Madame le chef de cabinet du Premier ministre, Mesdames et Messieurs les conseillers et conseillers techniques à la primature, Monsieur le préfet d'Abidjan, Messieurs les maires du district autonome d'Abidjan, Monsieur le directeur de cabinet du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Monsieur le président de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, Madame la présidente du Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, Messieurs les présidents des autorités de régulation, Messieurs les présidents des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des structures publiques et parapubliques, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et centraux du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, Madame et Messieurs les présidents des universités publiques, Messieurs les présidents de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, de la plateforme unique des petites et moyennes entreprises, de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, les membres de leurs bureaux respectifs, Mesdames et Messieurs les présidents et secrétaires généraux des centrales syndicales, UGTCI, Dignité, FESACI, UNADCI, Humanisme et 100 de leurs membres respectifs. 10 membres du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, 10 membres du Forum national des confessions religieuses, 10 membres du Conseil supérieur des imams, Monsieur le Président et 30 membres du Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Les cartons d'invitation sont à retirer à la Direction générale du protocole d'État, Ministère d'État, Ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, du jeudi 27 au vendredi 28 avril 2023 de 9h à 17h. Notez bien, la mise en place dans l'enceinte de la primature débutera à 11h30 et prendra fin à 13h30, horaire de rigueur. Et la 6e édition du Salon international de la géomatique a ouvert ses portes ce matin. C'était en présence de 3 membres du gouvernement. La rencontre réunit plusieurs participants venus d'Afrique et d'Europe. Cette initiative du Comité national de télédétection et de l'information géographique vise à sensibiliser les acteurs de développement sur les outils de géo-information pour accroître les ressources des collectivités. Le reportage de Grace Kando. Proposer des stratégies et solutions opérationnelles pour l'accroissement des ressources et le développement durable des communes, entre autres objectifs que vise le Salon international de la géomatique. Le Salon vient offrir un cadre d'échange et de partage d'expériences aux structures nationales et internationales afin de leur permettre de présenter des solutions géospatiales couplées avec l'intelligence artificielle, des données utiles à la gestion des problématiques clés qui contribuent à booster le développement tel que l'interconnectivité des appareils intelligents pour la meilleure gestion des villes. Cette rencontre, la 6e du genre, réunit plusieurs participants, dont des élus locaux, nationaux et internationaux, venant de 15 pays d'Europe et d'Afrique. La géomatique, c'est un système dans lequel toutes les économies peuvent trouver une performance qui va leur permettre de décoller. Nous avons vu ce que ça a apporté à la Côte d'Ivoire et nous ferons de manière à ce que cela soit dupliqué au Mali pour que nous ayons des résultats aussi probants et tangibles. Dans le contexte actuel, où l'urbanisation est rapide, la croissance démographique aussi, la géomatique, nous le constatons, offre des solutions innovantes pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Elle permet une meilleure compréhension des dynamiques urbaines et une prise de décision plus éclairée
en matière d'aménagement du territoire. Les ministres Vagondo Diomandé et Amadou Koulibaly encouragent notamment les maires, les conseillers régionaux et les ministres-gouverneurs à s'approprier ces outils de bonne gouvernance qui permettent une meilleure planification. Votre présence est la preuve palpable de votre souci de contribuer au développement de vos localités respectives et surtout de votre engagement à aller toujours de l'avant, à explorer les horizons nouveaux dans l'optique d'atteindre cet objectif que nous recherchons tous en allant à la quête des remèdes qui pourraient nous y conduire. Le thème de cette édition, Géo-intelligence et gouvernance des territoires, quel apport des solutions géotechnologiques à la gestion des communes africaines pour un développement durable, cadre parfaitement avec la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de faire de la transformation digitale un levier puissant de notre croissance économique. La géo-information s'impose comme un levier indispensable à la modernisation des administrations publiques et privées et au développement durable des collectivités. Cette 6e édition du Salon international de la géomatique sera meublée entre autres par des panels, des rencontres B2B et des distinctions. La Commission de l'Union africaine, en partenariat avec l'agence Space in Africa, a initié ce mercredi à Abidjan la 2e édition de la conférence internationale New Space Africa, un comité d'organisation locale présidé par le ministère de l'Enseignement supérieur. Ces assises de haut niveau des leaders de l'industrie et des entreprises spéciales commerciales visent à promouvoir les innovations et échanger sur le développement du secteur. Jean-Marc Diadji. Abidjan, capitale de l'industrie spatiale africaine, durant 3 jours, à l'occasion de la 2e édition de la conférence New Space Africa. Ce sont 100 experts ivoiriens et 300 délégués internationaux qui ouvrent les portes de cet événement. Ils discuteront sur les opportunités qu'offre l'utilisation des drones, de l'intelligence artificielle et d'autres techniques spatiales pour la sécurité et le développement durable de l'Afrique. En 2021, l'industrie spatiale africaine a enregistré plus de 9 000 milliards de francs CFA et devrait atteindre plus de 10 000 milliards de francs CFA d'ici 2026. Une partie de cette croissance est attribuée au boom de l'écosystème spatial africain, une réalité que la Commission de l'Union africaine encourage. Au moment où nous parlons, le continent, à travers la Commission de l'Union africaine, a élaboré un programme spatial dynamique avec une gamme de mécanismes stratégiques conçus pour exploiter le potentiel des sciences spatiales pour le développement économique et social du continent. La Côte d'Ivoire est choisie pour maintenir cette dynamique de progrès à travers son projet de création de l'Agence spatiale de Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, émet donc des réflexions sur le financement des infrastructures satellitaires en Afrique. Dans le sous-secteur enseignement supérieur et recherche scientifique, c'est de réfléchir sur les thématiques de recherche qui ont trait au spatial. Ensuite, réfléchir sur les formations des formateurs et des étudiants dans le domaine du spatial afin de mettre à la disposition de notre industrie spatiale justement des ressources humaines de qualité. Et troisièmement, il s'agit aussi de réfléchir sur les infrastructures et les équipements adéquats. Les retombées de ces assises pour l'État de Côte d'Ivoire se traduiront par la création de nouveaux métiers, le développement des start-up et des PME dans le domaine du spatial. C'est l'occasion aussi pour les 12 PME ivoiriennes présentes et le secteur académique de la Côte d'Ivoire de nouer des partenariats avec les industries spatiales qui participent à cet événement. Permettez-moi de vous rappeler qu'il nous faut protéger ce bien commun par la promotion de standards de régulation. Plusieurs activités meubleront ce rendez-vous international, notamment des expositions, des panels, des conférences et une table ronde Union africaine UA, Union européenne UE. La première édition de la conférence New Space Africa s'est tenue au Kenya en 2022. Et le gouvernement se prépare pour la lutte contre les inondations. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité lance les activités de pré-saison. Une saison des pluies sans victimes. Le gouvernement y croit. Les opérations de sensibilisation sont destinées à informer les populations sur les dangers et les inviter à quitter les zones à risque.
Selon le ministre Bouaké Fofana, depuis une dizaine d'années, d'importants ouvrages d'assainissement sont réalisés, notamment à Abidjan, afin de préserver les populations de la montée des eaux en cas de fortes pluies. Alors maintenant à la primature, le Premier ministre Patrick Achi a échangé avec la délégation du groupe américain de Hershey Company, la compagnie spécialisée dans l'agro-industrie, et a signé avec la Côte d'Ivoire une convention de 25 milliards de francs CFA pour le financement de la cacao-culture. Le chef du gouvernement a procédé à l'approbation également de 21 marchés de construction de 37 collèges de proximité dans 9 directions régionales du pays. Et on part au nord du pays, dans le secteur sucrier. C'est la fin de la campagne 2023. Tous les voyants sont au vert. Ferké, la principale zone de production de sucre, vient d'exploser les chiffres. Une production record de plus de 125 000 tonnes. Une performance saluée par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani. Voici le reportage de Kader Sogodougou. Le secteur sucrier de Ferké-Sédougou est en fête. C'est la fin de la campagne 2023. Une célébration délicieuse, comme d'ailleurs le goût du sucre serait contenteux de dire. Le bilan 2023 enregistre une performance historique, la production record. Monsieur le ministre d'État, distingués invités, c'est avec beaucoup de fierté et de reconnaissance à tous ceux qui, de près ou de loin, présents ou absents, ont contribué à cet accomplissement, que j'ai l'immense honneur de vous déclarer le chiffre officiel de production de sucre de la campagne 2022-2023. Et ce chiffre historique est de 125 224 tonnes de sucre. Ça s'applaudit. Production record de toute l'histoire de l'industrie sucrière en Côte d'Ivoire. Une œuvre de longue haleine dont la voie du succès a été tracée grâce à une vision, celle du président de la République, Alassane Ouattara. Le président actuel était président du comité interministériel. J'ai sollicité une audience. Et au cours de cette audience, je lui ai exposé les difficultés que l'industrie sucrière rencontrait, qui étaient que nous produisons du sucre, mais nous n'avons pas la maîtrise de la commercialisation. Ce qui, hélas, impactait négativement le résultat de l'exercice. Après lui avoir exposé le problème, il m'a dit, monsieur le DG, je m'en occupe. Quelques semaines plus tard, voilà un décret qui sort. Le décret confie désormais la commercialisation du sucre à saut de sucre, que ce soit pour le marché local que l'exportation. C'est depuis cet acte que notre gestion a pu être normale et ce qui nous conduit au résultat d'aujourd'hui. Kobena Kwasi Adjoumani, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, tout en saluant le travail abattu, va à présent sur la voie du succès pour ces hommes et femmes qui, jour et nuit, travaillent inlassablement pour le succès de la canne à sucre. Tout à l'heure, nous avons eu des échanges. Et je vous ai dit que j'étais fier de la quiétude qui existe ici. Mais je vous ai dit aussi, lorsque Dieu vous donne la possibilité de faire des bénéfices importants, pensez à ceux qui sont derrière. La principale unité sucrière SUCAF est basée à Ferké-Sédougou. C'est dans le Tiologo. Le grand moment de réjouissance, il faudra compter avec le Boloy. Il a répondu présent. Et on quitte le Tiologo pour Abidjan. Le Canada, la Côte d'Ivoire, représentés par 5 ministères, ont signé un mémorandum d'entente et 9 protocoles de projet. Ces protocoles d'accord portent sur différents projets de développement dans les secteurs de l'agriculture ou encore de la santé, portés par le ministère du Plan et du Développement. Ces projets s'inscrivent dans la réalisation du PMD 2021-2025. Des détails avec Mamadou Kwasi. Un mémorandum d'entente cadre signé entre le ministère du Plan et du Développement et l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire. À cela s'ajoutent 9 protocoles projets signés avec d'autres ministères techniques. Le tout d'un montant global de 25 milliards de francs CFA pour accompagner le développement de la Côte d'Ivoire. Ces signatures participent à la mise en œuvre du PND 2021-2025 à divers niveaux. Notamment
l'accélération de la transformation structurelle de l'économie, le développement du capital humain et la promotion de l'emploi, le renforcement de l'inclusion, de la solidarité nationale et de l'action sociale et finalement la préservation de l'environnement et la lutte contre le changement climatique. Cette signature vient matérialiser la bonne santé de la coopération économique entre les deux pays, d'où la croissance des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Canada. En effet, malgré la crise sanitaire mondiale, les importations de produits canadiens en Côte d'Ivoire ont connu une augmentation d'environ 25%. Dans cette dynamique, l'aide internationale du Canada à la Côte d'Ivoire est passée de 30 millions de dollars canadiens en 2018-2019 à 40 millions de dollars canadiens en 2020-2021, soit une hausse de plus de 30% sur la période. L'éducation, l'agriculture, la santé, l'emploi, l'autonomisation des femmes ainsi que la lutte contre le réchauffement climatique font partie des secteurs touchés par ces protocoles de projet, d'où l'engagement du ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani. Tous ces projets seront mis en œuvre suivant plusieurs composantes en rapport avec le développement durable. Par la présente signature, nous marquons notre accord et notre volonté de collaborer avec les experts canadiens pour la mise en œuvre efficiente des 10 projets au bénéfice de nos populations. Il convient de souligner que ces projets, au nombre de 9, mettront en exergue une problématique majeure pour la résilience des communautés face aux divers chocs pouvant constituer un frein à leurs activités. L'appui global du Canada à la Côte d'Ivoire s'élève à 109 milliards de francs CFA dans la mise en œuvre du PND 2021-2025. Ce sont 15% de ce montant déjà déboursé selon la partie canadienne. La Côte d'Ivoire et le Canada ont célébré récemment les 60 ans de partenariat économique. On referme l'actualité nationale en politique. L'ex-maire FPI de Yopougon, Bamanan Didon Jean-Félicien, ancien compagnon de Laurent Gbagbo, a signé son adhésion ce mercredi au RHDP, au siège du parti à la rue Le Pica Cocody. L'ancien maire 2001-2011, issu du Front populaire ivoirien, a officiellement rejoint les rangs du Rassemblement des Eaux-Fouettistes pour la démocratie et la paix au cours d'une cérémonie en présence du secrétaire exécutif CC Bakongo et de plusieurs membres du directoire. La cérémonie a été présidée par le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, avec la participation massive des communautés ébriées de Yopougon venues accompagner leur frère, le nouvel adhérent au RHDP. Dans le reste de l'actualité, après une longue bataille contre l'administration française pour la reconnaissance de leur sacrifice sous le drapeau tricolore, 9 vétérans de Bondy s'apprêtent à rentrer au Sénégal. Les vétérans au nord de Paris ont entre 80 et 96 ans. Leur retour au Sénégal a été rendu possible suite à une mesure dérogatoire décidée en janvier dernier par le gouvernement français. Jusque-là, ces vétérans des guerres d'Indochine et d'Algérie avaient l'obligation de passer au moins 6 mois par an en France pour avoir droit à leur pension. Ils vont désormais pouvoir vivre en permanence dans leur pays d'origine sans perdre leur allocation minimum vieillesse qui est de 950 € par mois. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h demain, 20h. Retrouvez Marie-Laure Ngoran ce soir. Le SAI nous apprend que quand le vieillard s'exprime, sa parole devient comme l'ombre du grenier.